On a pris l'habitude depuis les années 80 de penser que les politiques sociales sont d'abord un coût. C'est un coût sur le travail, c'est éventuellement même un coût sur le dynamisme économique. On a entendu ces derniers temps dire que si les prestations sociales sont trop généreuses, alors les chômeurs ne vont pas vouloir retourner travailler. Donc on a cette appréciation négative des politiques sociales du point de vue de leurs coûts, de leurs effets désincitatifs au travail. L'idée de ce bouquin, c'est de dire que certaines politiques sociales peuvent être conçues non pas comme un coût, mais comme un investissement sur le futur, investissement qui permettrait de rapporter beaucoup en matière de croissance économique. Et là, 3 pistes sont offertes dans le livre. D'abord, s'assurer que tout le monde peut travailler dans les meilleures conditions et au meilleur poste, donc notamment les femmes, qu'elles puissent avoir des emplois à temps plein, et pour ce faire, qu'elles réussissent leurs études, qu'elles puissent obtenir de faire garder dans les meilleures conditions leurs enfants et avoir de bonnes carrières professionnelles, avoir les mêmes carrières professionnelles que les hommes. Deuxième point, c'est investir dans la petite enfance, faire en sorte que les jeunes enfants se retrouvent avec le plus de chances au départ, au plus tôt dans leur vie, car ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que si l'on acquiert les capacités cognitives, les capacités relationnelles, les capacités créatives au plus jeune âge, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, alors on réussit ses études, et alors on réussit sa carrière professionnelle. Ça évite d'avoir à compenser par du chômage, d'avoir à compenser par éventuellement même des politiques de lutte contre la délinquance, et puis ça permet à tout le monde de développer de meilleurs emplois, de meilleures activités, et donc une croissance économique plus forte. Enfin, dernier point, se poser la question du véritable rapport entre la société active et les inactifs, les retraités, comment faire en sorte que le temps de la retraite soit vécu de la même façon par tous les groupes sociaux. Tout le monde ne vit pas la même vie, tout le monde n'a pas la même espérance de vie. Donc là, il est important de se poser des questions en matière de ces dépenses que l'on consacre à la retraite. Sont-elles justes? Doivent-elles aller de la même façon à toutes les générations, à tous les groupes sociaux au sein d'une même génération? C'est des questions qui peuvent se poser aussi aujourd'hui. À la place de l'industrie de masse, on peut mettre à la place de l'industrie de pointe, des services de pointe, de l'agriculture de pointe, pourquoi pas, développer les technologies de l'information, développer les nanotechnologies, les biotechnologies, bref, de nouvelles activités qui font appel à une main-d'œuvre extrêmement qualifiée. Pour les développer, évidemment, il faut des investissements. Il faut d'abord attirer ce type d'activité d'entreprise chez nous, mais d'autre part, il faut former la main-d'œuvre de telle façon qu'elle puisse travailler dans ce type d'activité. Et j'en reviens à mon point précédent, c'est là qu'intervient l'investissement, ou plutôt dans l'épanouissement, l'éveil, l'acquisition des capacités cognitives pour les jeunes enfants. À l'université, il est quasiment trop tard pour une partie des groupes sociaux, s'ils n'ont pas eu les mêmes chances que les enfants qui sont nés dans les milieux privilégiés ou les enfants de parents qui ont passé beaucoup de temps à s'occuper d'eux, notamment les enfants de profs, ne sont pas très riches, mais les profs passent beaucoup de temps à jouer, à lire des histoires, à éveiller leurs enfants, et on sait bien que c'est ce type de compétences que l'on acquiert au plus jeune âge, la capacité à compter, à jouer avec les autres, à s'éveiller, à entrer en relation avec les autres, à être créatif, etc., tout le contraire de rester devant la télé, si vous voulez. Acquérir ces capacités au plus jeune âge, c'est se donner les moyens de réussir ses études. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que les personnes qui auront réussi leurs études, qui auront eu un bon emploi, auront une bonne retraite, qu'elle soit financée par la sécurité sociale ou par l'épargne ou par les placements, etc. D'où cette phrase un peu provocatrice, qui est la dernière phrase du livre, une politique de retraite commence par s'occuper des bébés. C'est là que tout doit être bouclé. Il nous semble dans cet ouvrage que 2 questions de justice sociale ne sont pas posées. La première, c'est la répartition des sacrifices ou des concessions entre générations, notamment entre les actifs et les inactifs. Et l'idée serait de proposer qu'à chaque fois que l'on a à se répartir un temps supplémentaire d'activité ou de retraite, pourquoi ne pas considérer de le faire de façon équitable, puisque l'espérance de vie des Français augmente d'1 trimestre par an. Comment considérer de façon la plus équitable possible cette redistribution de ces 3 mois de vie supplémentaires? De même, si l'on ne veut pas toucher du tout au temps de retraite, alors c'est qu'on est prêt à augmenter les cotisations. Ça veut donc dire que l'on va faire peser sur les actifs le poids intégral de l'augmentation de l'espérance de vie. Pourquoi ne pas, là encore, se demander s'il ne faut pas un peu augmenter les cotisations et un peu redistribuer
redistribuer le montant perçu en retraite, sans forcément baisser les retraites, mais en faisant appel à l'impôt, par exemple à la CSG, qui est payée à un taux un peu moins élevé par les personnes âgées que par les actifs, par les retraités que par les actifs en France actuellement. Deuxième grande question d'équité qui n'est pas tout à fait posée, c'est l'équité entre groupes sociaux. Nous savons aujourd'hui en France en particulier que l'espérance de vie d'un cadre et d'un ouvrier n'a pas grand-chose à voir, puisque un cadre vit en moyenne 7 ans de plus qu'un ouvrier. Poser le même âge de départ en retraite pour les deux ne paraît pas forcément juste, puisque le cadre non seulement aura une meilleure retraite, mais la touchera beaucoup plus longtemps que l'ouvrier. Là encore, on peut se poser des questions de redistribution. Une proposition dans cet ouvrage, qui paraît iconoclaste comme proposition, mais qui pourrait être intéressante à y réfléchir, c'est de déterminer l'âge de départ en retraite en fonction du revenu accumulé. Parce que l'on sait que plus on est riche, plus on vivra longtemps et plus on aura une retraite élevée. Peut-être qu'on peut compenser par des départs plus précoces pour des revenus plus bas. C'est une proposition de justice sociale.